L'Allemagne a récemment dévoilé une nouvelle arme qui aurait fait frémir le président russe Vladimir Poutine. Et la situation de Poutine s'aggrave. Cette arme est actuellement en route vers l'Ukraine. Plus précisément, 6000 d'entre eux, avec d'autres prévus pour l'avenir, permettront à l'Ukraine de vraiment tirer parti de son avantage en matière de drones sur la Russie. Cependant, quelle est cette nouvelle arme de terreur allemande? Qui la fabrique et pourquoi Poutine a-t-il si peur qu'elle soit utilisée en Ukraine? Helsing, fabricant de drones et expert en intelligence artificielle, a déclaré le 13 février qu'il s'apprêtait à expédier 6000 de ses drones de combat HX-2 en Ukraine. Le système autonome alimenté par l'IA du drone qui commande l'arme a été la principale attraction lors de sa première présentation en décembre 2024. Sous la supervision d'un seul opérateur de drone, le système permet à de nombreux HX-2 d'identifier des cibles et de lancer une attaque massive. Helsing a cherché à trouver un compromis entre la précision opérationnelle, l'évolutivité et le prix abordable. En d'autres termes, le HX-2 est précis, abordable et évolutif. Helsing présente le HX-2 comme une avancée dans le domaine des systèmes autonomes, affirmant avoir développé un drone qui répond parfaitement aux besoins de l'Ukraine en tirant les leçons de la nécessité de flexibilité pendant le conflit en Ukraine. Lors de son dévoilement, le ministre britannique de la Défense, John Healey, a déclaré « Le conflit en Ukraine a démontré que la force des forces armées d'une nation dépend de l'industrie et de l'innovation qui les soutiennent. La production industrielle peut influencer l'issue des conflits et la force de notre dissuasion, en plus de soutenir la création d'emplois de qualité et la croissance économique. » Suite à l'introduction du HX-2, M. Healey a également promis un investissement de 440 millions de dollars dans Helsing au cours des 5 prochaines années. Quel rôle l'Allemagne joue-t-elle dans tout cela? Il semble que ce soit une réussite britannique qui profite également à l'Ukraine. Helsing est une société internationale d'origine allemande qui a une présence européenne importante, bien que son siège social soit situé à Londres. Ce lien est illustré par l'acquisition récente par l'Allemagne de 6000 HX-2 pour l'Ukraine et de 4000 drones de combat HF-1 en 2024. En outre, Helsing a créé ce qu'elle appelle une usine de résilience dans le sud de l'Allemagne qui sera chargée de la future fabrication des HX-2. Avec cette installation et l'achat par l'Allemagne du HX-2 pour l'Ukraine, Helsing se classera parmi les plus grands producteurs de drones militaires au monde et cette expansion s'accompagnera de la capacité de construire davantage d'usines, de produire plus de drones et de transformer la machine de guerre de l'Ukraine en un danger terrifiant pour Poutine. Cette arme est une véritable terreur. Et il y a plusieurs explications à cela. Le HX-2 a été salué comme une réponse aux drones russes, Lancet 3 lors de sa présentation initiale. Il a été injustement surnommé Mini-Taurus dans certains endroits, en référence au missile allemand du même nom. Cependant, le HX-2 est en réalité bien plus que cela. Pour en revenir au Lancet 3 russe, il existe sans aucun doute des similitudes entre ce dernier et le HX-2. Il ressemble au Lancet par ses ailes et ses nageoires caudales en forme de X. Même sa fonction est la même. Le HX-2 et le Lancet sont tous deux des drones kamikazes chargés d'explosifs avant d'être lancés vers leur cible. Même si le HX-2 était une réplique exacte du Lancet, l'Ukraine en tirerait tout de même profit. Le drone russe peut atteindre une distance de 40 km à près de 110 km/h. C'est donc une arme qui se déplace rapidement mais dont la portée est limitée et qui est difficile à tirer depuis les airs. Le Lancet est parfait pour être utilisé comme une munition à trajectoire courbe qui plane puis frappe une cible lorsqu'elle émerge car il a également une autonomie de 40 minutes. De plus, il peut être utilisé pour détruire des systèmes d'artillerie, des chars et des véhicules blindés. Vous obtenez un drone vraiment remarquable lorsque vous combinez cela avec une masse au décollage de 12 kg, dont 3 kg d'explosifs. Quelle est la différence entre le drone russe et le HX-2? Il le surpasse à tous les égards et utilise une technologie qui dépasse de loin les capacités de Poutine. Le HX-2 est une arme mortelle et représente donc un grave danger pour les forces russes. Pour commencer, le HX-2 a une portée de 100 km. La portée du drone est plus de 2 fois supérieure à celle du Lancet 3 auquel il est censé s'opposer, mais elle reste insuffisante pour en faire une arme à longue portée capable de frapper profondément en Russie. Simon Brunier, vice-président des ventes de systèmes terrestres chez Helsing, illustre l'importance de ce fait. Selon M. Brunier, le HX-2 est spécialement conçu pour fonctionner dans les espaces morts, c'est-à-dire les zones situées entre 30 et 80 km ou entre 18,6 et 49,7 miles, où les systèmes de drones traditionnels sont souvent à court d'énergie. Cela permet au HX-2 d'opérer dans des régions où les forces russes peuvent avoir des défenses de drones faibles puisqu'il peut se déplacer là où d'autres drones à courte portée ne peuvent pas.
De plus, le HX-2 pèse le même poids que le Landsat 3 après le décollage, donc la bombe qu'il transporte pèsera probablement environ 3 kg. Défense Express affirme que le HX-2 a une vitesse de croisière comparable à celle du drone russe, la principale différence mécanique étant sa plus grande portée qui lui permet d'éliminer l'artillerie et les chars ennemis derrière les lignes de bataille. Pour Poutine, le HX-2 serait terrifiant rien que pour tout cela. Mais notez que nous venons de mentionner la différence mécanique. Nous avons choisi cette distinction parce que le HX-2 offre un logiciel d'IA incroyable, ce que la Russie n'a jamais vu sur le champ de bataille. Bien qu'elle produise des drones de combat, Helsinki est spécialisée dans le développement de logiciels et par conséquent, le HX-2 est l'un des premiers drones à être entièrement défini par logiciel. La Russie a déjà eu recours à des techniques de guerre électronique, GE, pour détourner les drones ukrainiens de leur trajectoire prévue, mais l'intelligence artificielle embarquée dans le drone est imperméable à ces mesures. Le HX-2 ne sera pas du tout affecté, contrairement au passé où la Russie pouvait au moins se protéger des essaims de drones en brouillant leurs signaux, ce qui rendait impossible leur gestion par un opérateur. De plus, le HX-2 empêchera la Russie d'identifier la source des drones. L'Ukraine utilise la guerre électronique pour identifier les centres de contrôle à partir desquels elle lance ses attaques de drones. Les stations sont vulnérables aux frappes en raison de cette détection, ce qui les empêche de lancer d'autres drones au combat et peut entraîner des pertes chez les opérateurs de drones en Ukraine. En outre, la guerre électronique a permis à la Russie d'endommager gravement l'arsenal de drones de l'Ukraine. L'Australian Army Research Centre affirme que rien qu'en mai 2023, la Russie a utilisé des tactiques de guerre électronique pour détruire 10 000 drones ukrainiens en un seul mois, couvrant toutes les 6,2 miles des lignes de front du conflit en Ukraine. Avec le HX-2, rien de tout cela ne se produira, c'est ce que garantit l'IA embarquée. Sans les ordres explicites de son opérateur, l'IA du drone lui permet de continuer à rechercher, à réidentifier et à engager ses cibles. Même en cas de rupture des communications, les opérateurs restent bien sûr indispensables. En supposant que le lien entre l'opérateur et le drone reste stable, le drone informe son opérateur de chaque choix important qu'il souhaite faire. Cependant, les forces de Poutine sont toujours confrontées à la menace d'un assaut autonome de drones, même si cette connexion est coupée. Et pour la Russie, la situation empire. Le logiciel Altra d'Helsing complète l'IA embarquée. Le programme permet une communication intelligente entre tous les équipements qui en sont équipés. L'IA ouvre une fois de plus la voie. Un drone dans un essaim de HX-2 peut utiliser cette communication pour localiser une cible et fournir ses coordonnées aux autres drones de l'essaim. Ensuite, tous ces drones se concentrent sur la même cible et lancent un barrage d'attaques kamikazes contre elle. Helsing qualifie le programme de multiplicateur de force par 10. Ce n'est pas faux non plus. Les données collectées par chaque drone HX-2 sont transmises en direct par Altra à l'opérateur de l'essaim et aux autres drones. Le nouveau drone ukrainien est donc aussi utile pour la reconnaissance que pour les attaques kamikazes. Kiev peut planifier des frappes pendant que ses essaims de HX-2 sèment le chaos sur le champ de bataille en utilisant le drone pour obtenir une image précise des zones que ces autres drones ne peuvent pas atteindre. Le plus intéressant, c'est qu'Altra permet à un seul opérateur de drone de gérer tout un essaim. Ainsi, en plus de produire un multiplicateur de force, le logiciel permet à l'Ukraine de réduire les ressources nécessaires pour maintenir ses drones en l'air. Plusieurs HX-2 peuvent être contrôlés par un seul opérateur et ils vont tous planer derrière les lignes de front jusqu'à ce que l'un d'eux détecte une cible. L'opérateur peut lancer une attaque massive et séquentielle sur la cible en utilisant les données qui lui sont renvoyées par Altra et les autres drones. C'est un système très sophistiqué. De plus, il ne ressemble à rien de ce que les hommes de Poutine ont rencontré jusqu'à présent au combat. Les effets potentiels du logiciel Altra doivent également être pris en compte. Il est actuellement standard sur tous les drones HX-2 que l'Ukraine va acquérir. Selon l'avis de livraison daté du 13 février, cela représente 6000 drones, mais 4000 drones de combat Helsing HF1 ont également été livrés à l'Ukraine. Altra pourrait également s'y ajouter, donnant à la Russie l'accès à un réseau encore plus puissant de véhicules aériens sans pilote. Le logiciel pourrait transformer une quantité importante de matériel militaire ukrainien en un vaste système en réseau piloté par l'intelligence artificielle s'il fonctionne avec d'autres drones ukrainiens ou même des armes telles que des unités d'artillerie et des systèmes de défense aérienne. Par conséquent, la Russie doit faire face à de nouveaux drones capables de communiquer entre eux et de se regrouper soudainement autour d'une cible. Et pour Poutine, le cauchemar ne fait que s'aggraver. Vous vous souvenez de notre conversation sur l'intention d'Helsing de construire une usine de résilience dans le sud de l'Allemagne? Pour Helsing, ce n'est pas un slogan. Chaque usine de résilience est une installation de production hautement efficace qui permet la fabrication locale des drones d'Helsing dans le pays où elle est construite. Selon la théorie, chaque usine accorde à un pays l'autorité souveraine sur ses ressources de production. Ces usines de résilience serviront à terme de base à la production de drones à grande échelle, du moins au sein de l'écosystème Helsing.
permettant à plusieurs nations de construire leur propre HX-2 en plus des autres drones de l'entreprise. Pourquoi est-ce important? Pour un coût modeste mais inconnu, l'usine résiliente d'Elsing dans le sud de l'Allemagne peut déjà produire 1000 drones HX-2 chaque mois. Cela signifie que 1000 nouveaux HX-2 peuvent entrer en Ukraine chaque mois, renforçant ainsi le réseau déjà puissant de 6000 drones du pays et remplaçant les drones perdus lors d'attaques kamikazes ou par les défenses aériennes russes sur le champ de bataille. Si Poutine n'était pas déjà alarmé par cette idée, Elsing n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Dans le but de produire des dizaines de milliers d'appareils HX-2 par mois, elle a l'intention de construire des usines résilientes sur plusieurs sites en Europe. Nous augmentons la production de HX-2 en parallèle avec les nouvelles commandes, explique Gunbert Scherf, cofondateur d'Elsing. Chaque jour, le conflit en Ukraine démontre comment une technologie précise et sophistiquée peut compenser les lacunes numériques par rapport à des systèmes plus anciens. Nous nous concentrons sur la production de masse décentralisée en Europe avec nos usines de résilience. Nicolas Köhler, cofondateur de Scherf, développe l'idée en ces termes. Nous avons réuni les meilleurs cerveaux d'Europe pour créer l'avenir de la production de masse. Non seulement le HX-2 tourmenterait Poutine et ses forces terrestres, mais l'importance et le potentiel du drone pour modifier complètement l'opération militaire unique de la Russie en ferait un élément décisif. Les usines de résilience d'Elsing ne sont qu'un exemple de la façon dont les actions de Poutine en Ukraine ont rassemblé le reste de l'Europe contre lui en s'appuyant sur ce que Köhler et Scherf ont dit. Cette unité est soulignée par Chatham House qui souligne qu'à la suite de l'invasion de Poutine, l'Union européenne ou les pays de l'UE ont rapidement accepté d'imposer des sanctions à la Russie. Depuis lors, ces sanctions ont été étendues. Il y a actuellement 2234 sanctions contre la Russie dans la seule UE, 1918, 2175 et 3010 imposées par le Royaume-Uni, la France et la Suisse séparément du collectif. Faisant preuve d'une détermination que Poutine n'avait jamais anticipée, l'Europe s'est également unie pour imposer des plafonds de prix sur l'énergie russe et fournir une assistance militaire à l'Ukraine. Il avait espéré que son invasion entraînerait des divisions et que les pays de l'UE s'enliseraient dans des désaccords sur la manière de réagir. Au contraire, il a rassemblé une grande partie de l'Europe contre lui, en particulier les États membres de l'UE et de l'OTAN. La Finlande et la Suède ont fait pression pour rejoindre l'OTAN à la suite de ses activités afin d'avoir accès à la défense collective. Selon Chatham House, elles ont également servi de signal d'alarme pour un certain nombre de nations européennes importantes, telles que la France et l'Allemagne. Que l'environnement géopolitique du continent a évolué. En résumé, l'Europe est désormais plus forte et unie contre Poutine et ses objectifs à la suite du conflit en Ukraine. Le résultat direct de cette coopération accrue est Helsinki et les usines de résilience qu'elle construit pour ses drones HX-2 à travers le continent. L'Europe a déjà proposé la création d'un marché unifié pour l'achat d'armes. Selon International Politic Quarterly, la Commission européenne a mis en place un nouveau programme industriel de défense qui vise expressément à faciliter les achats en coopération en consacrant au moins la moitié de ses budgets d'approvisionnement à cette entreprise. La Commission espère garantir que les États membres de l'UE achètent collectivement au moins 40% de leur matériel de défense auprès de fabricants européens. Les nouvelles usines d'Helsinki soutiennent ces objectifs. On ne sait pas si les recommandations de la Commission européenne seront mises en œuvre. Mais il est certain que la façon dont les pays occidentaux d'Europe gèrent Poutine a considérablement changé depuis l'invasion. Ils ont réalisé que la coopération était la meilleure défense contre un autoritaire qui est impérialiste et ne sont plus disposés à gérer seule la Russie. Cet objectif est incarné par les usines de résilience d'Helsinki qui envoient un message fort à Poutine. Il ne se bat plus seulement contre l'Ukraine, il doit affronter tout un continent qui s'oppose à lui. Si l'on se concentre sur le champ de bataille ukrainien, la situation de Poutine ne s'améliore guère. Prenons l'exemple des capacités kamikazes du HX-2. Les drones kamikazes ont été largement utilisés par l'Ukraine pendant une grande partie du conflit. Des drones à longue portée chargés d'explosifs sont utilisés dans chaque attaque contre une usine sidérurgique ou une raffinerie de pétrole russe pour détruire les cibles en volant droit sur elles. Le Monde a publié un article en décembre 2024 sur l'utilisation généralisée par l'Ukraine du drone Rubaka qui peut frapper profondément en Russie avec un explosif pesant jusqu'à 10 kg et parcourir jusqu'à 500 km. En outre, l'Ukraine peut frapper Moscou elle-même avec ses drones kamikazes beaucoup plus gros dont certains peuvent parcourir 2 fois plus de distance que le Rubaka. L'Ukraine prévoit d'acheter 30 000 de ces drones kamikazes de frappe en profondeur d'ici la fin de 2025 car ils sont devenus l'un des éléments clés de sa stratégie anti-russe. Les capacités de l'Ukraine en matière de drones kamikazes à courte portée sont désormais équivalentes à ses capacités de frappe à longue portée avec 6000 HX-2 en stock et au moins 8000 autres attendus chaque mois. Étant donné qu'une seule personne peut faire fonctionner tout un essaim de ces drones en réseau, l'Ukraine pourra déployer moins de personnel sur le champ de bataille. Les cibles situées juste derrière les lignes de front sont donc moins dangereuses.
Comme l'Ukraine peut désormais attaquer une cible avec plus d'un ou deux drones explosifs, les HX-2 ont également aiguisé la lame métaphorique du pays. Ils peuvent détruire les chars et les divisions d'artillerie russes, des centaines d'entre eux agissant à l'unisson. Les soldats ukrainiens sont capables de contrecarrer les offensives russes avant même qu'elles n'atteignent leur défense grâce à leur capacité kamikaze. Deux choses en ressortent. Davantage de victimes russes et moins de pression sur l'Ukraine, étant donné que Poutine a déjà perdu plus de 23 000 systèmes d'artillerie, plus de 10 000 chars et plus de 855 000 soldats. Ce sera désastreux. À l'heure où la Russie a du mal à maintenir ses stocks d'équipements, l'arrivée des HX-2 en Ukraine donne à Kiev la capacité de s'engager plus efficacement contre l'équipement lourd russe tout en infligeant des pertes. Nous l'avons dit, l'Ukraine prévoit de construire 30 000 drones de frappe en profondeur. C'est là que l'on trouve une autre explication de la raison pour laquelle le déploiement des HX-2 va modifier le champ de bataille de la guerre. Elle réaffirme la suprématie de Kiev dans le conflit des drones. Les drones ont été largement utilisés par les deux camps pour aider leurs forces terrestres et mener des attaques à longue portée. Mais bien avant la Russie, l'Ukraine a reconnu la valeur de ces véhicules aériens sans pilote et par conséquent, sa capacité de production nationale a progressé. La Russie ne peut produire que 1,4 million de drones par an, tandis que l'Ukraine en produit déjà 4 millions. Kiev pourrait produire plus de 3 fois plus de drones que la Russie. 6000 HX-2 pourraient y sembler une goutte d'eau dans l'océan dans cette situation. Mais si l'on ajoute à ces drones d'origine étrangère les millions que l'Ukraine produit sur son territoire, on obtient une recette qui permet à Kiev de contrôler le ciel de son propre pays, sans parler de la possibilité pour Helsinki d'établir l'une de ses usines de résilience en Ukraine, ce qui donnerait à la nation une capacité supplémentaire de fabrication de drones sur son territoire, et enfin l'aspect parfois négligé de la suprématie de l'Ukraine en matière de drones. Sur le champ de bataille, cela permet à l'Ukraine d'obtenir des avantages dans d'autres domaines. David Axe, correspondant militaire de Forbes, a rapporté en janvier 2025 que l'Ukraine pourrait avoir pris l'avantage sur la Russie en matière de chars pour la première fois depuis l'invasion de Poutine en février 2022, bien que la capacité de l'Ukraine à en produire soit impressionnante compte tenu du nombre de chars dont Poutine disposait au début de la guerre. Cet avantage ne s'appliquait qu'à certaines zones de la ligne de front de 1300 km. Comment l'Ukraine a-t-elle établi ces zones d'avantage en matière de chars? Tout se résume aux drones. L'ennemi a développé ses drones à une échelle et une variété suffisante et a affiné ses tactiques d'utilisation selon un blogueur militaire russe. Selon ce dernier, les chars russes n'arrivent de jamais à la ligne de front pour lancer une attaque lorsque l'Ukraine a réussi à placer 2 unités de drones de la taille d'une compagnie et quelques dizaines d'opérateurs de drones près de la ligne de front. Bien avant qu'ils ne puissent lancer des attaques directes, ils sont détruits. Ces frappes préventives ne feront que gagner en puissance avec l'arrivée du HX-2. L'Ukraine n'aura plus à engager des dizaines d'opérateurs dans ses attaques de chars anti-russes. Elle pourra en envoyer un ou deux, chacun d'eux étant responsable d'un essaim de drones alimenté par l'IA, capable de coopérer pour détruire les chars russes et disposant de la force explosive nécessaire pour le faire. De plus, les chars et autres équipements russes ne seront pas en sécurité, même si elle parvient à éliminer les opérateurs. Cela est assuré par les capacités d'assaut autonomes du HX-2. L'Ukraine pourrait être en mesure d'établir davantage de zones le long de la ligne de front où elle a un avantage à la fois sur le terrain et avec les drones grâce à ce nouveau drone puissant de fabrication allemande. Alors que le conflit se poursuit au-delà de 2025, cela pourrait être la contribution la plus importante que le HX-2 puisse apporter à l'Ukraine. Cependant, que pensez-vous du HX-2? Est-il aussi impressionnant qu'il n'y paraît? Et étant donné que la Russie a déjà du mal à gérer les drones que l'Ukraine développait auparavant, comment tenterait-elle de contrer les essaims de drones alimentés par l'IA? Veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires. Pour les dernières mises à jour sur le conflit en Ukraine, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car nous vous tiendrons informés des nouveaux développements en matière de drones au fur et à mesure qu'ils se produisent.